rien que ça, il y avait le chevalet qu'on appelait, qui est à bout. Et depuis le trou, il y avait un truc, de couper dedans, un coupé dessus, et puis, si c'était décidé, ça dépendait du SS qui était là, s'il avait dit 10 coups, ou 10, ou 5, ou 10, ça dépendait de son humeur. Alors bon, parce que c'était un détenu qui vous frappait. Et s'il ne frappait pas assez fort, eh bien, il passait à son tour. Il n'y a pas de solution. Il fallait qu'il frappe. Alors, 4 heures du matin, jusqu'à 6 heures, l'appel, et à 6 heures, il formait les commandos. Alors, bon, moi j'étais en commando Dunkerque, comme je l'ai dit. Et là, on partait, alors on avait à peu près 2 km, 1 km, 2 km 500, 2 km pour aller à la carrière. Alors là, bon, c'était, il faisait beau, ou du soleil, ou de la pluie, ou de la neige, il fallait toujours travailler. Et toujours, il n'y avait pas de... Puis, M. Marette évoque le travail dans les camps, et aussi la solidarité. Dormir, il n'y avait rien. Le seul habit que vous aviez, c'était l'uniforme. Le pyjama, comme on appelait. Parce que le pyjama, c'était jamais avait été comme l'hiver. Alors l'hiver 44, 45, vous savez que une gamme qui était dans le nord de l'Allemagne, là-bas, ils faisaient jusqu'à moins 28, moins 25, moins 28. Et bien, on n'était pas plus mieux habillés pour ça. C'était difficile, là ça tombait. Et alors, bon, il était au commande aucune cœur, là, il fallait remplir les wagonnettes. Alors on était 4 par wagonnet, il fallait remplir. Et là, la solidarité, vous savez que ça existe, c'est comme ça, parce que au début, les premiers jours de travail, c'était n'importe qui travaillait comme il pouvait, il fallait remplir le capot, parce que le capot aussi, vous voyez, c'était le responsable du groupe. C'était toujours un étranger, c'était soit un polonais, un russe, même un allemand, rarement des allemands, mais surtout des polonais, des russes, des tchèques, des hongrois, beaucoup de ces pays-là. Qui étaient comme capot, comme chef d'équipe. Alors c'était eux qui avaient la matraque. Plus ils donnaient de coups, aussi, plus il y avait de handicapés, de morts avec eux, plus ils étaient... ils montaient en grade. Mais on va avoir quoi, un peu plus à manger, un peu plus tranquille. Il fallait qu'ils frappent. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, malheureusement. Et peut-être heureusement. Alors à 4 par wagonnet, alors là, la solidarité, il fallait, au début, comme je dis, tout le monde chargeait n'importe comment, mais à la fin, d'être arrivé en avec les yeux, parce qu'il fallait que les wagonnets soient remplis en même temps, à peu près. Parce que s'il y avait des retardataires, ils avaient le droit, s'il y avait un crevage, alors il fallait travailler avec les yeux, et attention, ça va trop vite, il fallait pas aller doucement, mais ralentissez un peu, plus vite, pour que tout le monde a égalité à peu près pour partir en même temps. Parce qu'on avait un circulateur, il fallait le vider, il fallait revenir. Alors il fallait pas attendre, il fallait pas se faire désorganiser. Alors là, c'est aller sur la route, c'était toujours pas. Et quand un wagonnet déraillait, parce que ça arrivait, parce que c'était tellement mal agencé les voies, parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. Et bien quand ça déraillait, le 4, c'était à eux de remettre le cadenas sur la voie. Ben, c'était impossible, parce qu'il fallait le vider. Mais avant de le vider, avant qu'il donne l'ordre de le vider, il fallait qu'il frappe. Et quand les cadenas étaient tombés, mort ou pas mort, alors on vidait le wagonnet et on le rechargeait. Mais on appelait les 4 autres derrière. Les wagonnets qui suivaient. On donnait un coup de main à la foule. S'il n'avait pas, c'était pareil. Allez, la cravache. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, parce que j'étais le wagonnet suivant. Et puis, bon, ben,
j'ai été bastonné là que je suis tombé inconscient quoi. Alors, ils m'ont transporté à l'hôpital, l'infirmerie, pas du tout, à l'infirmerie. Mais à l'infirmerie, vous savez, il n'y avait rien. Il y avait des docteurs, d'accord, mais il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Bon, j'ai été une quinzaine de jours là, mais j'étais inapte au travail. Ouais, j'ai été mis inapte au travail parce que je n'avais plus d'équilibre, je tombais. Suite au coup. Et alors de là, au bout de une quinzaine de jours, j'ai été transféré à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'était un camp tout à fait différent de tous les autres. C'était le mouroir, ça. Une fois à Bergen-Belsen, on s'occupait plus de vous, rien. On travaillait pas, il n'y a pas de travail. Le seul travail qu'il y avait, c'était de mettre les morts en tas, de traîner les morts pour les mettre en tas. C'était le seul travail qu'on était à faire quelque chose. Bergen-Belsen, c'était différent de tous les autres camps. On s'occupait plus de vous pour vous donner à manger, rien. J'ai fini là, on a été libéré là le 15 avril 1945. Je faisais 28 kilos. Voilà. Puis la rentrée après, c'est fini. Je suis rentré dans la famille un mois et demi après, 2 mois. 2 mois. Parce que j'étais à l'hôpital, quoi. Pour retrouver un peu de force pour pouvoir être rapatrié. J'ai été rapatrié en avion sanitaire. Au début, en mois de 45. Et après, alors, pour retrouver la vie normale, ça n'a pas été facile. Voilà, donc, c'était vite. Les différents réseaux de résistance s'organisent dès leur création pour faire face à la répression. Ainsi, des consignes de sécurité sont données. Par exemple, de faire attention lorsque l'on rejoint le maquis en ne prenant pas le même chemin, ou bien encore des conseils pour résister au mieux aux interrogatoires et protéger son identité. Ces consignes permettent de déjouer la plupart du temps les activités des autorités d'occupation et de l'État français. Elles sont largement diffusées dans la presse clandestine et via la radio britannique. De plus, face à la multiplication des arrestations et la détresse des familles sans ressources, les réseaux de résistance mettent en place des services d'aide. Par exemple, certains groupes ont pu collecter des fonds servant à fournir un apport matériel et financier aux résistants qui se cachent ainsi qu'à leurs familles. Par ailleurs, ces réseaux vont organiser des filières d'évasion pour rejoindre l'Angleterre ou les territoires de la France libre. Ces derniers, on peut estimer que près de la moitié ont été déportés pour des faits liés à des actes de résistance. Près de 50% d'entre eux sont morts dans les différents camps de concentration. De plus, à ce bilan, nous pouvons ajouter le nombre de 4000 condamnés à mort par les tribunaux militaires allemands et cours martiales de Vichy. Ce moyen de répression a surtout été mis en place au début de la guerre dans le cadre d'une répression légale. Mais il ne faut pas oublier aussi les quelques 12 000 à 15 000 personnes mortes sous la torture ou au cours de leurs emprisonnements. D'autres encore ont pu être tués au combat ou exécutés sans jugement. Enfin, considérons les civils otages morts par la suite des représailles. Cette dernière catégorie de victimes n'a connu aucun jugement ni subi la déportation. Si nous nous penchons plus précisément sur la région de Vetmini, la population locale a aussi payé un lourd tribut. Le monument de Port-le-Gall, situé sur la commune de Mauriac, témoigne de la mort de 102 résistants, essentiellement décédés dans les derniers mois de la guerre, après surtout le débarquement en Normandie en juin 1944. Parmi ces dernières, nous pouvons mentionner 10 civils.
De plus, le mémorial de Penthièvre, sur la commune de Saint-Pierre-de-Quiberon, quant à lui, rappelle le sacrifice de plusieurs résistants de la région de Locminé fusillés au fort de Penthièvre en juillet 1944. Enfin, à l'occasion de ce travail, nous nous sommes rendus compte que les campagnes de Locminé et des communes aux alentours possèdent aussi, de façon moins ostentatoire, des croix, des stèles et des petits mémoriaux. Ces faits de résistance se sont aussi exercés dans nos campagnes les plus isolées. Le souvenir des martyrs de notre région de Locminé est toujours présent aujourd'hui. Que ce soit par les cérémonies de commémoration qui ont été organisées depuis les événements ou bien par les lieux de bâtiments qui portent leur nom. Par le passé, plusieurs événements ont donc été organisés pour leur rendre hommage. Le 12 juillet 1946, on inaugure dans le cimetière de la ville le monument aux fusillés et déportés. Celui-ci commémore le souvenir des quelques 50 Locminois abattus au fort de Penthièvre de Quiberon en juillet 1944. Un an après, le 26 juillet 1947, le général de Gaulle était en Bretagne et, venant de Vannes, il avait souhaité faire une halte à Locminé pour manifester sa sympathie à la population et rendre hommage à la résistance locale. Le 23 juillet 1956, le conseil municipal de Locminé donne le nom de place des martyrs de la résistance à la petite place située devant l'école publique des filles, que les Allemands avaient transformée en prison et en salle de torture. En 1960, le général de Gaulle, alors président de la République, visite à nouveau la Bretagne et se rend à Locminé le 9 septembre. Puis, la place des martyrs de la Résistance reçoit un impressionnant monument, constitué d'un énorme menhir de 18 tonnes. Il est entouré par 4 mâts portant des drapeaux français. Ce monument est inauguré le dimanche 16 octobre 1966. Il a été dressé à la gloire des résistants incarcérés et torturés en 1943 et 1944, dans l'école toute proche. Une plaque du souvenir y fut rajoutée. Voici ce que nous dit. Le fascisme est passé par là. Ici, pendant la sombre occupation, par centaines d'ardents patriotes furent torturés par les bourreaux nazis. Les FFI et les FTP du 4e bataillon, en hommage au sacrifice suprême de leurs frères d'armes, les citent en exemple à la postérité. Passant, souviens-toi. De plus, tous les 8 mai de chaque année, le conseil municipal et les associations d'anciens combattants commémorent la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, par une cérémonie et le dépôt d'une gerbe de fleurs devant des monuments du souvenir. Enfin, le 12 juillet 1969, le conseil municipal décide de rebaptiser la route d'Auray, rue du fort de Saint-Pierre-de-Quiberon, en souvenir des Locminois fusillés en juillet 1944. En outre, l'école primaire publique de Locminé, qui pendant la guerre avait servi de prison où passèrent un bon nombre de résistants arrêtés dans la région, porte aujourd'hui le nom de Annick Pizigo. Cette jeune Locminoise n'est âgée que de 19 ans, lorsqu'elle rentre en résistance en 1943, comme agent de liaison. Sa mission principale était de mettre en relation les parachutistes alliés et les maquisards de la région. En plus, elle assura souvent le vol de munitions aux forces allemandes. Elle est arrêtée le 28 avril 1944 par la Gestapo et détenue à Locminé où elle fut torturée. Transférée à Paris, elle fut déportée au camp de concentration de Ravensbrück puis à celle de Buchenwald. À la Libération, elle fut soignée à l'hôpital de Saint-Gall en Suisse, où elle décéda des suites d'une hémorragie pulmonaire le 26 novembre 1945 à l'âge de 21 ans. Annick Pizigo repose aujourd'hui au cimetière de Locminé, près des patriotes fusillés. Depuis le 12 juillet 1969, une fraction de la rue de Verdun, où se trouvait l'ancien hôtel des voyageurs, tenu par ses parents, a été baptisée rue Annick Pizigo. Enfin, nous pouvons mentionner l'existence de plusieurs noms de rues, de plaques commémoratives et un bâtiment qui témoigne de cette période. On peut recenser en effet la rue Jean Moulin, la rue du Fort de Penthièvre, la rue de Gaulle et la rue du Maréchal Leclerc, ainsi que le collège Jean Moulin. Autant de lieux auxquels il faut ajouter la place des martyrs, de la Résistance et l'école Annick Pizigo, précédemment citée, qui nous rappelle à cette mémoire. En guise de conclusion, nous pouvons dire que durant cette période de guerre, face à l'occupation allemande, certains Français ont eu le courage de résister. Cette résistance a plusieurs visages. Elle a pu, en effet, passer par un engagement armé ou par des opérations de renseignement, mais plus largement par toutes les formes de refus d'obéissance aux forces d'occupation ou au régime de Vichy.
Cependant, toute forme d'engagement dans ces différents mouvements et réseaux était difficile mais surtout dangereuse. Ainsi, la répression a été importante et mise en place très vite, à savoir dès le début de l'occupation. Vis-à-vis de cette répression, nous avons pu montrer les différentes étapes et surtout l'accentuation de celle-ci au fur et à mesure de l'avancée de la guerre. Les témoignages de M. Marette confirment cette tendance générale. À titre personnel, depuis ces 6 derniers mois, nous nous sommes concertés 1 à 3 fois par semaine afin de travailler sur ce sujet. Nous avons voulu faire le concours national de la résistance car le sujet nous semblait intéressant. Pendant les cours d'histoire, nous avons évoqué ce sujet et nous avons voulu l'approfondir davantage. Ce travail de groupe a été une bonne expérience pour nous tous et également très enrichissant, notamment pendant les recherches. La rencontre avec M. Marette a été une chance et un échange privilégié sur cette période. Son témoignage nous a tous marqués et nous tenons par ce documentaire à lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont été victimes de la répression et plus précisément dans la région de Longmilly. N'ayant pas vécu cette période et ne sachant pas ce que nous aurions fait, nous prenons conscience de la complexité de cette période. Nous tentons à notre niveau de rappeler certains actes et de ce fait de perpétuer la mémoire des hommes et des femmes que l'on a découverts ou redécouverts. Leur sacrifice est pour nous aujourd'hui un gage de liberté. Enfin, la réalisation de ce court-métrage nous a permis de découvrir de nouveaux outils audiovisuels ainsi que de nous familiariser avec les différentes facettes d'un reporter effectuant un travail de recherche historique.